Amal Bentounsi du collectif Urgence Notre Police Assassine, que j'ai fondé à la mort de mon frère en 2012. Et c'est un collectif qui a pour but de dénoncer, d'accompagner les familles de victimes et les victimes dans tout ce qui est procédure judiciaire. Donc voilà. Ici en fait vous êtes un petit peu dans mon quartier. Le quartier en lui-même de la Pierre-Collinet n'existe plus puisque tous les bâtiments ont été détruits. Donc il y a celui-ci qui reste. C'est un petit bâtiment qui reste, des vestiges de l'époque de la Pierre-Collinet. Et donc j'ai grandi à Meaux, j'étais commerçante à l'époque et j'avais un petit frère qui s'appelait Amine. Et en fait, à travers le parcours d'Amine que je suivais, que je soutenais, qui a fait de la prison, qui a subi des violences et à qui on n'a pas fait de cadeau parce que ça a été l'un des premiers jeunes prisonniers de France à l'époque. Donc je suivais son parcours en même temps que lui, même si moi personnellement je n'ai pas été touchée par ce genre de violence, mais je les vivais à travers le parcours de mon frère. Et ce qui a fait tilt chez moi, c'est vraiment le jour de sa mort où j'ai vraiment compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et pour moi, il ne fallait pas que ça reste impuni. Et donc j'ai mené ce combat aussi pour mon frère. Mais au-delà de l'affaire de mon frère, il y avait une espèce de prise de conscience générale de façon à essayer de faire quelque chose en fait pour changer les choses. J'étais commerçante, aujourd'hui je suis militante presque à plein temps. J'essaye d'être présente un petit peu partout, là où on a besoin de moi. Donc je m'occupe de la page. On a monté une association qui s'appelle l'Observatoire national des pratiques et des violences policières. On a conçu l'application UVP, UVP qui permet de filmer les policiers dans l'exercice de leurs fonctions. Parce que on a vu aussi que, là je ne sais pas si vous avez vu un petit peu dans toute la ville, il y a pas mal de caméras de télésurveillance. Mais on s'est rendu compte que dans la majorité des cas, ces caméras de télésurveillance ne fonctionnaient pas quand les policiers étaient mis en cause. Donc qu'il y avait soit un problème, soit les vidéos, soi-disant la caméra ne fonctionnait pas, soit les vidéos disparaissent. Donc c'est très compliqué d'avoir ce genre de vidéos. Et puis les caméras piétons qu'on nous propose, qui sont actionnés au bon vouloir des policiers, donc c'est quelque chose qui ne nous convenait absolument pas. Donc on a décidé avec le collectif et les familles du collectif à créer un espèce d'outil citoyen qui permettent à l'utilisateur de filmer et que les images nous sont envoyées directement sur nos serveurs. Mes connaissances du droit, et c'est vrai que c'est important de connaître ses droits aussi, et notamment lors de contrôles aux faciès ou de fouilles, parce que souvent on fouille les gamins alors que s'il n'y a pas de commission rogatoire, ces policiers n'ont pas le droit de fouiller les sacs. Donc voilà, il faut que ça soit des palpations extérieures uniquement. Et donc voilà, donc on essaye d'accompagner les victimes, les familles. Et souvent on a des mamans, des sœurs qui nous interpellent, qui nous disent voilà, il s'est passé ça avec mon fils, comment on fait? Donc on essaye de les accompagner au mieux. Et aujourd'hui j'ai repris j'ai entamé des études de droit de façon à ce qu'un jour je puisse devenir avocate. Et donc voilà, c'est la suite logique du combat après la condamnation du policier qui a tué mon frère. C'est une condamnation somme toute symbolique, mais c'est une condamnation qui reste rare parce qu'on l'a bien vu dans toutes les affaires de violences policières. Il est très difficile que ces policiers soient poursuivis. Il est très difficile d'obtenir la justice. Donc voilà, il ne faut rien lâcher, il faut qu'on continue, même si certains, pour eux, c'est peine perdue. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que si on ne fait pas ce travail-là, d'information par nous-mêmes et par des médias comme le vôtre aussi, c'est important parce que en plus moi je vous ai vu grandir, donc c'est juste génial que vous soyez là et que vous puissiez m'accorder cette interview, donc je vous remercie.
Alors mon frère, en fait, ça faisait quelques années qu'il était en cavale, ça faisait presque 2 ans qu'il était en cavale, qu'il n'avait pas fait parler de lui. Et lors d'un contrôle policier à Noisy-le-Sec, il a vu les policiers arriver, il a vu que c'était un contrôle, il s'est enfui, il a laissé tomber ses affaires, il a laissé tomber sa veste. Et donc il y a un policier qui normalement devait être dans la voiture, qui avait reçu l'ordre de ne pas bouger. Normalement la procédure c'était ça, mais qui n'a pas respecté les règles et qui a été à la rencontre de mon frère. Donc lui, il évoque la légitime défense depuis le départ, il dit que mon frère était de face. Et en fait, on se rendra compte qu'Amine avait pris une balle dans le dos. Et donc c'est l'autopsie en fait qui va révéler que c'était une balle dans le dos. Donc là, face à des preuves formelles, c'était impossible de nous dire que c'était de la légitime défense. Donc il a été poursuivi dans un premier temps pour homicide volontaire. Donc à la suite de ça, il y a eu toute une contestation, comme le font à chaque fois ces policiers, comme dans l'affaire de Zecler, qui ont contesté, qui ont manifesté la décision de la justice. Donc il y a aussi ce corporatisme dont on ne parle pas. Et donc du coup, par la suite, les accusations, le chef d'inculpation a changé. C'est passé d'homicide volontaire à violence volontaire, mais il risquait quand même les assises avec violence volontaire ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. Donc on a fait des mobilisations pendant près de 3 mois après les faits, sur place. Je demandais à chaque fois qu'on manifestait, j'avais une espèce de mégaphone et je demandais aux gens qui avaient été témoins, parce qu'au départ il n'y avait aucun témoin, à part le mec qui était au feu rouge, qui s'était pris une balle dans le bas de caisse de sa voiture et qui a assisté à la scène en fait et qui a vu mon frère s'effondrer face à lui, et lui il s'est pris une balle dans le bas de caisse côté passager. Et donc on avait eu un témoignage, et puis après, grâce à ces mobilisations et ces appels à témoins qu'on avait lancés, d'où l'importance de la mobilisation après la mort d'un homme, parce qu'il y a des gens qui ont vu, mais qui pensent que c'est rien, qu'en fait leur témoignage ne servira à rien. Et là, la chance qu'on a eue, c'est que dans les 8 témoins, on avait 3 avocates qui étaient là, accompagnées de leur maman, dont une qui passait la conduite accompagnée. Et donc voilà, et donc c'est tous ces témoignages qui ont permis aussi le maintien de la mise en examen de ce policier, qui ont permis à 2 procès. Un premier procès à Bobigny, aux assises, donc avec, malgré tous les faits, tous les témoignages, le policier avait été condamné en première instance. Mais il faut savoir que le président, donc le président de la cour d'assises à ce moment-là, c'était aussi l'un des présidents, l'un des juges, des magistrats, qui avait prononcé un non-lieu dans l'affaire de Ali Ziri, ce retraité de 69 ans qui avait été tabassé à Argenteuil. Donc d'où l'importance de bien se renseigner, de savoir qui sont ces magistrats qui mènent les enquêtes, de façon à pouvoir les dénoncer aussi. Et donc c'est ce qui s'est passé. Les faits étaient tellement gros. Je parlais à personne, et c'est ça qui était dangereux en fait. C'est que les gens me voyaient, je menais le combat, mais dans ma tête, si j'obtenais pas la justice, je me faisais justice moi-même. Et ça, c'était difficile psychologiquement à vivre. Parce que je sais, bon, connaissant mon tempérament, je sais que j'en aurais été capable. Je sais que c'est quelque chose qui est difficile à entendre aujourd'hui. Mais malheureusement, ça s'est passé comme ça et je ne peux pas le nier. Voilà, on est peut-être passé à côté d'un drame, d'un autre drame pour ma famille, pour moi-même, pour ce policier aussi. Parce que c'était clair que si j'obtenais pas justice, il était certain qu'à un moment donné, je me faisais justice moi-même.
à ce moment-là, du coup, le combat devient aussi comme une sorte de thérapie. Tout à fait. Tout à fait. C'est une espèce de thérapie qui nous aide à avancer. Et moi, je le vois bien, que ce soit avec Jessica Koumé, la femme d'Amadou Koumé, ou le frère de Laoussine Aïtounga, Hamid, ou Abdourahmane Kamara, le frère de Abdoulaye Kamara. Tu vois, on se parle, on est tous les jours au téléphone. Il n'y a pas un jour où on ne se parle pas et on ne se raconte pas et on essaye de trouver des solutions parce que au-delà d'avoir perdu un proche, c'est aussi, on pense à cette nouvelle génération, à nos enfants qui seraient peut-être amenés aussi à subir ce genre de drame. Et donc voilà, ça se fait naturellement, mais vraiment il y a un risque aussi, on ne se rend pas compte de se dire que de laisser des gens comme ça sans justice, qu'il y a forcément un jour, il y aura des dommages collatéraux qui se produiront à force d'injustice. Pour ma part, voilà, je m'en suis sortie et puis aujourd'hui, l'objectif au-delà de l'affaire de mon frère, c'est que vraiment on essaie de changer les choses dans cette société, que ces violences, que cette bienveillance vis-à-vis des magistrats, vis-à-vis de ces policiers, qu'elle s'arrête à un moment donné, qu'on arrête de nous mentir en fait, qu'on arrête de nous dire qu'on est tous égaux face à la justice, liberté, égalité, fraternité. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Grâce à la médiatisation, notamment avec les Gilets jaunes, on voit bien qu'avant, ça concernait uniquement les quartiers, même si ça concerne toujours les quartiers, il faut le rappeler, parce qu'il faut rappeler que pendant les confinements aussi, les premières cibles ont été les habitants des quartiers populaires, qui a eu une espèce de respect ou de non-respect à géométrie variable et d'indignation à géométrie variable. Puis à un moment donné, quand on voyait des gamins sortir pendant le confinement, c'était toujours les gens, des habitants des quartiers populaires qui étaient visés. Par contre, dans le 16e, sur les champs, ça ne dérangeait personne que des gens puissent se promener à telle ou telle heure. Donc voilà, donc par exemple pendant le confinement, il y a eu de nombreuses affaires. On a accompagné 7 familles de victimes, de jeunes qui se sont fait tabasser, et grâce aux vidéos, on a pu recueillir certains témoignages. Donc d'où la nécessité de continuer à interpeller les gens et à interpeller aussi à ce que la nouvelle génération, comme vous, comme ce média, qui avait grandi un petit peu avec nous aussi à travers nos combats et que vous vous y intéressez, c'est important. C'est important que cette nouvelle génération elle ait cette prise de conscience et dans des domaines différents, que ce soit dans la vidéo, que ce soit par l'humour, que ce soit... moi j'ai plein de jeunes qui me disent depuis je me suis engagée, j'entreprends des études pour devenir magistrat, pour devenir avocat et que vous avez été un moteur aussi, on vous a suivi à travers votre combat. Et ça fait plaisir parce qu'on se dit que on part de quelque chose de dramatique à ce qu'il y ait quelque chose de positif et que c'est important. C'est important qu'on soit soudés, c'est important, voilà, parce que l'avenir c'est aussi la jeunesse. Et puis vous êtes aussi ces futurs avocats, ces futurs chefs d'entreprise, ces futurs cinéastes, ces futurs... Donc voilà, donc l'avenir il est important et c'est avec vous aussi. Donc on est très heureux aussi de contribuer malgré nous à tout ça en fait.
si on dépasse le cadre légal, c'est qu'on n'est plus dans un état de droit. Et qu'aujourd'hui, si on n'y prend pas garde, c'est un glissement. On est dans un glissement d'un état de droit à un état policier. Et la preuve en est, c'est quand ce gouvernement, par exemple, il vote la loi sur l'article 24 qui interdit de filmer, c'est en réponse aussi à l'application qu'on a conçue. Donc ça veut dire que filmer la police, oui, ça les dérange, mais c'est aussi peut-être notre seule arme. Et puis on l'a bien vu dans différents documentaires où vous avez des magistrats qui parlent, qui disent qu'à un moment donné, s'ils n'avaient pas eu cette vidéo en leur possession, il aurait été impossible de contredire la version policière. D'où l'importance de filmer, télécharger l'application, soit avec l'application ou soit sans l'application. En tous les cas, de toujours assister, d'être présent lors d'un contrôle et de rester parce qu'on ne sait pas comment ce contrôle peut se terminer. Et même d'intervenir s'il le faut au risque aussi d'être interpellé, mais peut-être que vous saurez une vie aussi à ce moment-là. Et d'où la position des femmes aussi que tu disais tout à l'heure. Tout à fait. En tant que fille, j'ai plus tendance à rester plantée à côté, à m'en foutre. Oui, oui, tout à fait. Oui. Oui, bah, oui, on a entre guillemets ce petit privilège encore, mais après c'est différent aussi quand on est en manif par exemple. Quand on est en manif, ils font pas la différence entre femmes et hommes. S'ils te bousculent, ils peuvent te bousculer, même si tu es une femme, et assez violemment. Donc il faut rappeler à ces policiers, voilà, moi ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, ils sont dans le viseur, ils sont dans notre viseur à nous, et il faut qu'ils se soumettent à la surveillance citoyenne. Ils n'ont pas le choix, parce que sinon on est dans un état policier. Et donc si on nous répète à longueur d'année qu'on est dans un état de droit, bah, que cet état de droit il soit respecté dans ces cas-là, qu'on ne nous rappelle pas juste par des mots à des fins politiciennes, de nous rappeler des grandes phrases comme ça et de nous dire qu'on est dans un état de droit. Il faut qu'ils se soumettent à cet état de droit et le respect du cadre légal, il est très important et ils doivent se soumettre à la surveillance citoyenne. Moi je le vois, l'évolution depuis 9 ans, on est passé du stade de dénonciation à un stade de prise de conscience collective parce qu'il y a eu différentes affaires qui ont fait que les gens sont un peu plus conscients. Il faut attendre que ça touche les États-Unis pour qu'il y ait une prise de conscience. Bon, vaut mieux tard que jamais, tu me diras. Mais maintenant, ce qu'on attend, c'est une réponse pénale ferme. Que la justice elle rende des verdicts à la hauteur des faits. Et qu'il n'y ait plus d'espèce de bienveillance de la part de ces magistrats. Et puis une espèce de protection aussi du gouvernement. Parce que vous savez, quand Macron il bégaye quand il utilise les violences policières, quand il utilise ce terme-là, à un moment, quand on est face à des images, quand ça concerne des policiers qui sont mis en cause, là on va nous demander le contexte, tu vois. Par contre, quand c'est de l'autre côté que vous avez des policiers qui sont pris à partie, là on va pas demander le contexte de ce qui s'est passé. Là, c'est une condamnation médiatique où même les dirigeants politiques vont même venir parler avant même qu'il y ait la manifestation de la vérité, de savoir ce qui s'est passé. Donc voilà, donc d'un sens, on nous dit il faut faire ça, et de l'autre côté, on demande le contexte. Donc voilà, c'est encore une fois une indignation à géométrie variable, et c'est tout à fait insupportable à chaque fois qu'on voit ce genre d'image. Donc voilà, que ce soit de policiers qui sont pris à partie ou de jeunes qui se font tabasser, un homme reste un homme. C'est-à-dire que la violence n'arrange pas, ne sortira pas dans cet engrenage de là où on est pris,
mais qu'il faut qu'il y ait des règles, et les règles, elles doivent être respectées, c'est tout. Un point, c'est tout.